Le Mississippi, c'est un fleuve, un état d'esprit. Mississippi is not actually Mississippi's problem. Mississippi is America's problem. Quelques mois après notre retour du Mississippi, mon collègue Félix et moi, on en est toujours à définir le legs du Freedom Summer. Oui, dans le premier épisode, avec Clémence, on a décrit à quel point l'enjeu du droit de vote était crucial pour les militants. Mais il y avait d'autres objectifs qui leur tenaient à cœur, par exemple celui d'éduquer les gens à la citoyenneté et aussi celui d'investir les structures de pouvoir en place. Et ça, dans le fond, c'est encore ce que continuent de faire les organismes de défense des droits civiques au Mississippi 60 ans plus tard. Les échos du Mississippi, épisode 2, un vote toujours menacé. Les Freedom Schools, les écoles de la liberté, c'est un des éléments qui résonne le plus fortement quand on repense à l'été 64. Pour comprendre leur importance, il faut se remettre dans le contexte de ségrégation de l'époque. Les écoliers blancs allaient à des écoles en bon état. Il y avait des instituteurs et des institutrices mieux payés. On entend Greg Robinson, professeur d'histoire à l'UQAM. Souvent, les écoles noires publiques étaient fermées pendant le moisson et la récolte pour pousser les jeunes noirs à travailler dans les champs. Souvent, il n'y avait pas de pupitre, il n'y avait pas les outils pédagogiques dont on avait besoin. Donc, les Freedom Schools avaient deux objectifs. Dans un premier temps, c'était juste pour ouvrir l'école, pour enseigner à des gens l'écriture, la lecture, les maths. Mais dans un deuxième temps, c'était pour leur donner une vision de l'histoire des Noirs américains, de la question de l'égalité raciale, de la vérité sur l'état dans lequel ils se trouvaient et la question de la discrimination, donc des écoles de civisme. Et avec l'arrivée au Mississippi d'un grand nombre de volontaires éduqués, eh bien, les organisateurs se sont dit qu'il y avait là un potentiel d'enseignants. Ils sont vite devenus prisés parce que la demande pour les Freedom Schools a été beaucoup plus forte que prévu. Initially, I was to register people to vote. Bill Maxwell, ce volontaire noir originaire de la Floride, lui, à la base, il est arrivé au Mississippi pour faire du porte-à-porte. Mais rapidement, les organisateurs l'ont assigné à une autre tâche, puisqu'il avait des études littéraires. Il a été recruté comme enseignant. I've been trained for it, really, without knowing it. And I actually became a teacher as a result of Freedom Summer. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ces écoles de la liberté, il faut vous imaginer être dans une petite cabane en bois, remplie d'élèves autour de vous. C'est l'été, on est au Mississippi, alors il fait très chaud, une chaleur écrasante, si bien que des fois les cours doivent être redonnés à l'extérieur, à l'ombre, sous les arbres. It was really fascinating to be around kids who would they never stop talking. They always had questions. Si les enfants étaient autant émerveillés, c'est parce que c'était beaucoup de premières fois pour eux. C'était la première fois qu'ils entendaient parler de l'histoire de l'esclavage, de la reconstruction post-guerre civile, qui étaient des chapitres complètement absents du cursus public. Well, for one thing, we did teach Reconstruction. It was barred from the public school system in Mississippi at the time because you know, during Reconstruction, there were some rights given to us, and the right to vote, actually. Ensuite, c'était aussi la première fois que ces élèves recevaient des livres à eux, écrits par des auteurs noirs. It was a great thing to see that kids had their own books, and they took care of them. Bill Maxwell, il est plus tard devenu professeur d'université et il dit qu'il n'a jamais retrouvé un contexte d'enseignement aussi joyeux que durant Freedom Summer. And I tell you, I've never been more respected. And the kids enjoyed it. You know, they left the classroom chattering and talking, and they were happy. Ça faisait presque oublier le danger qu'il y avait au dehors de l'école. Sauf que ce danger-là, il était réel. Ils étaient assujettis à des bombardements, à des violences, à du vandalisme de la part des racistes blancs. Bill raconte que le soir, il fallait que des hommes noirs armés protègent les écoles pour éviter qu'elles ne soient incendiées par des suprémacistes blancs. Some of the adult men would actually bring guns to the schools to protect them. It was dangerous and inspiring at the same time.
Le troisième volet principal du Freedom Summer, avec le porte-à-porte et les écoles de la liberté, c'était le Mississippi Freedom Democratic Party. L'idée, c'est que quand on comprend l'importance d'aller voter, il faut aussi pouvoir voter pour des gens qui nous ressemblent. Le Mississippi Freedom Democratic Party, c'était une délégation noire qui a été envoyée pour défier le Parti démocrate du Mississippi, qui était exclusivement blanc. Ça s'est soldé par des résultats un peu tièdes, parce que l'establishment blanc est resté en place, mais malgré tout, la délégation a réussi à mettre un pied dans la porte, à bousculer la direction du parti, qui a été forcé de la reconnaître, même si à ce moment-là, c'était juste une reconnaissance symbolique. Dans son ensemble, le Freedom Summer n'aura pas de retombées concrètes sur l'élection présidentielle qui a lieu la même année. Dans l'élection de 1964, l'électorat blanc a donné une majorité de 87% au candidat républicain Goldwater qui était placé contre les droits civiques. Pour ce qui est de l'accès au vote, l'impact reste limité. Durant l'été 64, près de 17 000 personnes noires vont tenter de s'inscrire sur les listes électorales, mais seulement 10 % d'entre elles vont finalement pouvoir voter. À la fin du mois d'août, les étudiants, les volontaires rentrent chez eux, la campagne est terminée, mais le Mississippi reste secoué. Les racistes ne peuvent plus agir en toute impunité, et le pays aussi va être changé parce que, un an plus tard, le fédéral va prendre des mesures pour s'assurer que les États du Sud puissent plus mettre en place des politiques électorales discriminatoires. Ça passe surtout par le Voting Rights Act, la loi sur le droit de vote de 1965. Washington croit avoir fait un grand pas contre la ségrégation raciale par l'adoption d'un projet de loi facilitant le droit de vote aux Noirs. Le 8 août de cette année-là, l'animateur Roger Bouchard de Radio-Canada annonce l'adoption de la loi à la Revue de la semaine. La mesure, qui a pris 13 mois à être adoptée, donne la juridiction aux autorités fédérales dans les États où les dirigeants locaux recourent à des mesures dilatoires pour empêcher les Noirs de s'inscrire sur les listes électorales. Finalement, les Noirs ont obtenu le vote, quoique en Mississippi, ça a pris beaucoup de temps pour les Noirs d'avancer sur la scène politique. Le premier député noir de Mississippi, Mike Espy, était élu à la fin des années 70 et Jackson, la capitale, qui avait une population à majorité noire, n'a pas eu sa première maire noire avant les années 90. 60 ans après le Freedom Summer, est-ce que la situation a vraiment changé au Mississippi? Plusieurs groupes de justice sociale à qui on a parlé pensent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, que la lutte pour les droits civiques, elle est loin d'être terminée et que les inégalités sont toujours criantes dans cet État entre les Noirs et les Blancs. Alors on a décidé d'aller voir ce que font ces organismes-là pour essayer de changer les choses. Oui, on a commencé par rencontrer Wekenia Clanton. Elle est directrice du Southern Poverty Law Center au Mississippi. You know, I'm a daughter of the South. You know, this is our soil. Mississippi soil is rich soil. Après une carrière politique au Capitole à Washington, Wekenia dit avoir ressenti une sorte de besoin, d'appel, de revenir s'impliquer dans son état de naissance. You know, you can't be from here and not have some connection to this legacy of work. Rapidement dans notre conversation, elle en vient à faire un portrait des inégalités qui persistent dans l'État. Inequality looks like a place where 20% of a population can live in persistent poverty. It looks like a lack of investment in infrastructure. It looks like a city fighting for its very survival because they don't have clean drinking, potable water. You know, elle parle de problèmes de logement, d'accès à l'eau potable, d'un système d'éducation à 2 vitesses. Elle critique aussi le sous-investissement dans les services publics dans les zones à majorité noire. In the darkest city, you see the greatest level of depreciation of investment. La directrice pense que les intérêts de la communauté afro-américaine sont mal représentés en ce moment dans les instances politiques de l'État. Donc, c'est d'autant plus crucial pour elle que les électeurs noirs puissent exercer pleinement leurs droits. It's about full citizenship. It's about being able to choose your leaders, not have your leaders choose you. And voting is so connected to quality of life. Right? Avec une dizaine d'autres groupes, l'organisme a lancé le projet Road to 60. C'est une référence au 60e anniversaire de Freedom Summer.
C'est aussi une référence à son intention d'inscrire 60 000 nouveaux électeurs à l'échelle de l'État, tout ça en s'inspirant des méthodes des militants de 64. We launched this campaign, reigniting the fight for freedom, right? The road to 60. We're picking up where they left off. In 1964, Pour Wekenia, c'est absolument nécessaire de raviver la lutte des années 60 parce que, en ce moment, il y a encore un grand nombre d'électeurs noirs qui doivent surmonter des obstacles au moment de s'inscrire pour voter. There are so many people here in the state of Mississippi who wish they could vote. Alors, c'est quoi ces obstacles-là? Pour avoir la réponse, on a décidé de rendre visite à un avocat, spécialiste des questions du droit de vote et de la discrimination, Carol Rhodes. Monsieur Rhodes, c'est l'avocat principal du NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, qui était au cœur de Freedom Summer. I grew up in the Jim Crow era of Mississippi. I grew up, as a matter of fact, in this very town, and it was segregated. On l'a rencontré dans son petit bureau à Hazelhurst, la ville où il a grandi. C'est un septuagénaire. Il a vécu sous l'ère Jim Crow lors de la ségrégation. Et encore aujourd'hui, il est au travail. Il dit qu'il croule sous les dossiers, qu'il ne peut pas prendre sa retraite parce que des pratiques électorales discriminatoires, il y en a encore beaucoup trop au Mississippi. Elected officials, they became a little more sophisticated and not actually say what they were trying to do. En gros, selon lui, les manières de réduire l'accès au vote des Noirs, elles ne sont pas complètement disparues depuis 64, elles sont juste devenues plus subtiles. But they come up with new methods of trying to carry out the same purpose, but without saying it, and they use flowery language. Il nous mentionne toute une série de barrières. Il nous parle des purges qui disqualifient les électeurs qui votent pas assez fréquemment. Il y a aussi l'absence de congés payés pour aller voter, ou encore les normes d'identification strictes qui ont été mises en place plus récemment. One of the things that they came up with a few years ago was voter identification. Tout ça, il fait valoir que ça pénalise plus fortement la communauté noire, qui est plus défavorisée. And they use certain identifications that they thought black people might not have. Une autre barrière majeure, c'est le retrait du droit de vote pour les personnes qui ont commis certains crimes. Felony disenfranchisement. Depuis la Constitution de 1890 au Mississippi, ces règles-là, elles ont toujours visé plus fortement la communauté noire. They thought that there were certain crimes that black people committed. And they said, well, if you commit these crimes, you lose your right to vote forever. Aux dernières élections, un électeur afro-américain sur 6 était disqualifié à vie pour cette raison-là. And they use some of those same tactics today. Carol Rhodes, il en a vu des avancées et des reculs démocratiques durant sa longue carrière. Mais il y a une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2013, l'arrêt Shelby County contre Holder, qui a été tragique selon lui. Avant ça, dans la loi sur le droit de vote de 1965, le fédéral avait mis comme un double verrou pour que les États qui avaient un lourd passé de ségrégation ne puissent pas réinstaurer de politique discriminatoire sur le vote. Sauf qu'en 2013, ce double verrou, il a été retiré. Et donc, aujourd'hui, des États comme le Mississippi peuvent remettre en place des lois plus restrictives. It's the biggest setback for democracy in this country ever. Pour lui, c'est rien de moins qu'un retour aux lois d'avant la guerre civile. And it took us back to prior to the Civil War amendments. That's what I mean. It's the greatest setback ever. C'est pour ça que quand les organisateurs communautaires parlent de raviver les luttes du Freedom Summer, c'est pas juste dans un effort commémoratif. Ils jugent vraiment que les luttes actuelles se rapprochent de celles des années 60. Après avoir parlé avec Carol Rhodes, on voulait voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. You're door knocking. You're going to where people are hanging in groups and saying, "Hey guys, did you know that you can be purged for these different reasons?" On se rend au centre-ville de Jackson pour rencontrer Tariq Abdul-Tawwab. Il travaille pour le People's Advocacy Institute. Tariq, c'est un homme dans la cinquantaine. On sent que c'est quelqu'un qui en a beaucoup à dire. Well, hold on a second. Didn't we have the same problem in the 60s? Il est inarrêtable sur les liens entre les infrastructures défaillantes, la crise de l'eau qui affecte les quartiers à majorité noire et la non-représentation des Afro-Américains en politique. A lot of people don't understand that once the water's taken over, the state government can set the rates on water, right?
If you can't afford to drink water, then you can't afford to live. Now I move you out that way, right? Ce jour-là, on le suit avec son adjoint et 2 jeunes qui nous présentent comme ses stagiaires. Ils vont faire du porte-à-porte. Ils veulent avertir des électeurs qui ont été purgés des listes électorales pour avoir été inactifs. Parfois, ça peut être simplement le fait d'avoir déménagé qui les disqualifie ou de ne pas avoir voté aux dernières élections. I'm going to inform you that there's been a purge and that you potentially have been affected by this purge, and I want you to register, but I'm not really staying there with you to walk that through. I'm giving you the information to guide you through. On les suit en voiture, puis on arrive dans un quartier visiblement très défavorisé. Il y a plusieurs maisons placardées, puis même à un certain point, il y a une meute de chiens errants qui s'approche. Tariq nous dit de faire attention parce que ça arrive qu'il y ait des attaques. Donc, on décide de changer de rue. Pendant le porte-à-porte, le petit groupe va parfois susciter la méfiance des résidents, des personnes plus vulnérables qui pensent que leur vote compte pas. Cette méfiance-là, si quelqu'un peut bien la comprendre, c'est Keandin Perry ou KP, l'adjoint de Tariq. Is there anything I can do in my age to help my community? Because I come from this, I'm a reflection of my environment. KP vient lui-même d'un quartier chaud de Jackson. Il a perdu son père dans la violence des guerres de gang. Il connaît les problèmes quotidiens des gens du coin. Well, poverty, not being able to vote, violence. Some people might not have that much information on those type of things. Il remarque qu'il y a une forme de désengagement politique autour de lui, surtout chez les jeunes de sa génération. C'est un phénomène qu'on peut comprendre. Voter, c'est peut-être pas une priorité quand on survit plus qu'on vit, mais pour Tariq, ça doit quand même pas être un prétexte pour laisser le champ libre à des politiciens déconnectés des intérêts de sa communauté. Arrêter de voter, c'est entrer en quelque sorte dans un cercle vicieux. C'est ça qu'il tente de leur montrer, que tout est lié. In the lives of Black people daily, voting affects the jobs that they do or don't have access to, the schools that they are or are not able to send their children to, the violence that they do or don't experience in their communities. Voter, c'est avoir son mot à dire sur la qualité des écoles où on envoie ses enfants, sur les emplois auxquels on a accès, sur la violence aussi qu'on peut côtoyer. All of these things are directly being negatively affected by voting, by policy, and by politics. Selon Tariq, c'est maintenant le moment de riposter comme les militants des années 60 l'ont fait. Il parle de la lutte comme d'un testament qui a été laissé par les générations passées. And our youth have to understand that there's a will that was left to you. Ça laisse des droits en héritage, mais ça vient aussi avec des responsabilités. It's got to be your decision, and right now it's being taken from you. Something that was left to you is being taken from you, and that's the most important part. Dans le prochain épisode, on parle du devoir de mémoire. There is no reason why we can't have young people now actively involved in the process of moving this country forward. Et on enquête pour retracer une Canadienne qui a participé au Freedom Summer. C'est dire qu'on était dans une pile d'archives à Jackson, dans 400 boîtes d'archives, puis que là, on nous sort le formulaire d'application de Diane Burroughs. Vous écoutiez Les Échos du Mississippi. Je m'appelle Clémence Pavic et j'anime ce balado avec mon collègue Félix Deschênes, qui signe aussi la réalisation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour des questions ou des commentaires, écrivez-nous via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Merci à vous d'avoir été des nôtres.